Mais c'est pour ça qu'on fait ça aussi, pour vivre des émotions fortes. Et on sait que le sport, il n'y a rien de mieux pour rassembler les gens. Bonjour, je suis Loïc Prigent. Vous écoutez Louis Vuitton Extended, le podcast. Après le fleurettiste Enzo Lefort, c'est un autre sportif et ambassadeur de LVMH et Louis Vuitton qui se livre dans cet épisode, le nouveau patron du rugby français, Antoine Dupont. Il s'est confié sur son parcours, sur ses rêves, sur la région du Sud-Ouest et aussi sur un autre aspect de sa vie professionnelle, l'hôtellerie-restauration. Très bonne écoute. Bonjour Antoine Dupont, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, vous avez un palmarès hyper impressionnant. Vous êtes triple champion de France, champion d'Europe, vainqueur du Grand Chelem, sacré, alors ça m'hallucine, meilleur joueur du monde. À quel âge est-ce que vous avez eu envie de devenir joueur pro ? Bon, c'était quand j'étais petit, à l'école, quand on me demandait le métier qu'on voulait faire plus tard. Moi, j'écrivais toujours rugbyman professionnel. Après, des fois, je devais changer parce que les professeurs ils me disaient que c'était pas un vrai métier. Mais c'est venu quand même très tôt, cette vocation. Enfin, même si je me projetais pas vraiment dans un métier, je savais juste que j'avais envie de faire du rugby tous les jours. À 5 ans, vous saviez quoi, c'est ça ? J'avais un ballon dans les mains toute la journée. Je me suis dit, si on peut en faire un métier, je pense que ça me plairait bien. Ouais. Quand on vous a dit meilleur joueur du monde, ça vous a fait quoi ? C'est vrai que le titre, c'est un peu lourd et c'est vrai que c'était un moment fort. C'est dur de se représenter ce que ça veut dire, surtout quand on est dans un sport collectif où on n'est pas champion du monde. J'ai toujours pas gagné de Coupe du Monde, donc c'est toujours dur de se projeter. Mais évidemment que c'était énormément de plaisir, de fierté. On refait un peu la rétrospective de notre parcours, on repense à tous les gens qu'on a connus sur notre route, que ce soit de vie d'homme ou de joueur. Et évidemment, c'est un grand bonheur que j'ai pu partager avec mes proches. Ils ont réagi comment ? Après, je suis pas très expressif et très bon pour les annonces. Donc, en gros, on avait fait un repas de famille, parce que c'était mon anniversaire 2 semaines avant. Donc, on était une quinzaine avec oncle, tante, mes grands-parents, mes cousins. Et il fallait que je leur dise, parce que moi je le savais déjà, c'était pas encore officiel. Et vu que je savais pas comment l'amener à la fin du repas, en gros mon frère qui a dit bon écoutez Antoine il a quelque chose à vous dire. Et du coup là j'ai dû le dire, j'ai gagné quoi. En gros ça a été ça l'annonce. Et évidemment ils étaient super contents pour moi. Et je pense pareil d'avoir l'entourage aussi, il est aussi fier que nous, même si c'est pas la même fierté, mais ils étaient très fiers de moi je pense. C'est un sacré truc à annoncer quand même. Oui, et puis comme je le disais, je suis pas très à l'aise pour les annonces. Ça a été un moment là, vous avez été un peu solennel. Ouais, ça a été direct. Est-ce que vous pouvez me parler de Toulouse et du stade toulousain ? En quoi la ville et le club sont exceptionnels ? Ouais, après je suis pas très objectif, donc moi c'est un club qui m'a toujours fait rêver depuis petit. Je pense qu'il a fait rêver des générations. C'est le club qui a le plus gros palmarès au niveau européen, même sur ma mondiale, 22 titres de champion de France, 5 de Coupe d'Europe. Et c'est vrai que c'est un club qui a marqué des générations par ces générations de joueurs. Et évidemment, des générations qui ont beaucoup gagné dans les années 90 et 2000. Ça s'est un peu perdu entre 2010 et 2019, où il y a eu une période de creux, un renouvellement. Et depuis 2019, avec une nouvelle génération émergente et surtout un ADN fort, je pense, une identité de jeu qui est très forte et qui se perpétue de génération en génération, qui est très identifiable à ce club et qui a toujours eu un fonctionnement qui s'est voulu disruptif, qui a toujours été novateur dans les prises de risques, dans leur fonctionnement. Et moi, c'est toujours ça qui m'a plu aussi, d'avoir ce jeu qui était osé sur le terrain, ce jeu d'initiative, où on laissait beaucoup de liberté aux acteurs sur le terrain, comme je suis à un poste qui est assez décisionnaire, où j'ai beaucoup de ballons dans les mains. J'ai toujours aimé cette liberté, c'est ce qui me faisait rêver enfant et c'est ce qui m'a motivé à y signer. Ah ouais, la liberté. Toulouse, c'est une forme de liberté, c'est ça ? Oui, beaucoup. Bon, il y a toujours un cadre collectif, mais ça a toujours été réputé pour avoir un jeu de mouvement, un jeu osé et un jeu prôné sur l'initiative et la prise de risque. La surprise. Ouais, ça, il faut avoir des joueurs créatifs, idéalement au milieu du terrain, c'est mieux. Le rugby vient d'Angleterre. Pourquoi est-ce que ce sport s'est particulièrement développé dans le sud-ouest de la France ? Je sais pas pourquoi ça a plus pris dans le sud-ouest, mais c'est vrai que c'était encore plus vrai avant. C'était quasiment que des villes du sud-ouest. Maintenant, ça a été un peu plus dur parce que la conjoncture économique a fait que les grandes villes se sont développées par le biais de moyens financiers plus conséquents et les petites villes de rugby qui étaient très fortes à l'époque, même dans les années 80 où c'était Lourdes qui était champion tous les ans. Après, il y a eu Béziers. Maintenant, c'est des clubs qui sont dans des plus bas niveaux.
les grandes villes comme Lyon, même en Pro D2, on voit maintenant des villes Vannes, Rouen qui sont dans la 2e division. Donc ça, c'est un peu plus... le maillage est un peu plus large maintenant, mais c'est vrai que c'est quand même très assimilé sud-ouest. Mais pourquoi, je ne saurais pas vous l'expliquer. C'est pas dans les gènes, quoi. C'est pas un truc... Nous, on grandit dans ça. Moi, dans mon village, il n'y a qu'un terrain de rugby. Et dans tous les... Moi, je suis des Hautes-Pyrénées. Et dans tous les villages alentours, c'est ça, on vit tous que pour le rugby. Donc... Après, ça a été aussi un sport qui a été beaucoup assimilé au milieu rural, au milieu paysan, ou même les anciennes générations de l'équipe de France, il y en avait beaucoup qui étaient agriculteurs avant que ça soit professionnel et qui alternaient entre la ferme et le rugby. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de terres et d'agriculteurs dans le sud-ouest de la France. Donc, nous, on a toujours eu cette assimilation-là, mais après, je ne sais pas pourquoi ça a plus fonctionné. Peut-être au niveau des valeurs, on s'y est mieux retrouvé, je ne sais pas. Ouais. Il y a un autre joueur de rugby qui vous a précédé à ce micro, qui est Dan Carter, où j'étais vraiment extrêmement intimidé de lui parler. Et il a dit qu'aucun joueur n'est plus important que l'équipe. Et je voulais savoir, en tant que capitaine de l'équipe de France, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, à 100%, je ne peux pas le contredire. Déjà, dans tous les sports collectifs, c'est vrai. Mais je pense que le rugby, de par sa notion de combat, ça exacerbe encore plus la notion de solidarité, de collectif, et parce qu'on sait très bien que si on part tout seul au combat, on va pas aller bien loin et qu'on dépend vraiment des autres, et de vraiment arriver à créer cette alchimie dans un groupe, d'arriver à vouloir se dépasser pour le copain d'à côté. C'est souvent ce qui fait la différence dans les gros matchs, dans les grandes équipes, et je pense que Dan, il est bien placé pour en parler vu son palmarès. Vous avez joué contre lui, je crois. Oui, sur sa fin de carrière, quand il était au Racing. Moi, j'étais encore à Castres à l'époque. Même je l'ai joué une fois et j'étais allé le voir à la fin pour que mon frère fasse une photo avec lui. Parce que c'était quand même la légende pour nous quand on était petits, la légende des All Blacks. C'est vrai, vous n'étiez pas trop intimidé devant lui sur le terrain, je veux dire ? Non, sur le terrain, après on fait quand même abstraction, mais c'est vrai que ça fait toujours bizarre quand on bascule les équipes jeunes à équipes pro, et les mecs qu'on voyait à la télé, on se retrouve sur le terrain face à eux. C'est toujours étrange au début, mais il faut vite arriver à basculer et se reconcentrer sur le match, parce que sinon ça peut vite devenir compliqué. Est-ce que vous avez un rituel avant le match ? Alors, j'essaye de ne pas en avoir, je ne suis pas vraiment superstitieux, et justement j'essaie de ne pas avoir de routine trop précise, parce que je me dis après que si un jour il y a des rouages, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, ça peut me perturber, donc autant ne pas en avoir. Les autres joueurs, ils en ont, vous ? C'est quoi les genres de rituels qu'il peut y avoir ? Ça va être la musique, ou s'échauffer de telle manière, aller voir le terrain à telle heure, ou alors des accessoires, que ce soit un caleçon porte-bonheur, un protège-dents, je dis n'importe quoi, une écriture sur un strap pour penser à quelqu'un. Il y en a pas mal qui font ça aussi, et je sais qu'il y en a qui se rassurent dans ces petits rituels-là aussi. J'imagine, oui. Combien de temps avant une compétition importante, à J-combien, vous commencez à vraiment vous isoler on a des matchs tous les week-ends, donc c'est dur de rester toute la semaine. On ne peut pas rester hyper focus, même si sur des matchs de phase finale, sur des gros matchs, on sent une excitation, un engouement qui monte au fur et à mesure de la semaine. Mais souvent, pour les gros matchs, on se réunit toujours la veille. Donc on commence à basculer, on commence à faire l'entraînement qui va nous préparer au match. Mais après, il faut quand même arriver à être assez détendu, à garder de la bonne humeur, de la joie de vivre, parce que sinon ça peut commencer à être long de passer 24 heures stressé, sans sourire. Il faut arriver à faire la part des choses un peu. Avec les poignets tout blancs, là. Ça peut être long. Oui, vous n'avez pas trop de torture juste avant, c'est pas des bains de cryogénisation, je sais pas quoi. C'est après ça, c'est pour la récupération. C'est après qu'on vous met au froid, non. Alors, il y a justement une compétition hyper importante qui se profile. Quel est le moment dans votre vie où vous vous êtes dit, un jour, je participerai au JO ? Nous, c'est particulier pour le rugby parce que ça a été, c'est revenu aux Jeux Olympiques en 2016. Donc jusque-là, on y était. Parti ? Ouais, depuis les années 20, je crois, quelque chose comme ça. Mais après, par le format de la compétition qui est très court, et nous, le rugby à 15, on peut jouer qu'un match par semaine. Donc c'était très compliqué de rentrer ça sur des Jeux Olympiques. Donc ça a été voté de rentrer le rugby à 7, qui est un format de compétition qui est sur 3 jours. Donc avant 2016, le rugby, on ne parlait pas du tout d'olympisme, on ne se projetait pas du tout à faire les Jeux. Sur l'Olympiade d'après, la France n'est pas qualifiée à Tokyo. Donc on ne pouvait pas non plus se projeter, forcément. Et là, c'est vrai que quand j'ai vu l'attribution pour Paris, rien que ça, de se dire qu'on peut participer aux Jeux Olympiques
à Paris, ça m'a quand même intrigué et motivé. Donc j'ai commencé à avoir les démarches avec le club, la fédération, pour voir quels moyens pouvaient être mis en place pour que je puisse me donner les moyens de participer. Donc ça fait bien 2 ans maintenant, je pense. Comment vous vous sentez là, à l'approche de la compétition ? Il y a quand même une équipe où je sentais qu'il y avait beaucoup de potentiel. L'année dernière, ils avaient fini 4e sur le circuit mondial à la fin de la saison. Mais on n'avait pas gagné de tournoi depuis 19 ans. Donc c'était ça qui manquait avant de pouvoir participer au jeu, pour avoir cette confiance-là et se dire qu'on pouvait gagner une compétition. Ce qu'on a fait en février à Los Angeles et qui a, je pense, donné beaucoup de confiance à tout le groupe, puisque le tournoi d'après, ils ont fait une finale aussi contre les All Blacks, perdue, mais quand même une finale. Donc on sent vraiment qu'on a un potentiel et de pouvoir recevoir ces jeux, ça motive et j'espère que ça nous donnera un supplément d'âme qui nous permettra d'aller au bout. Ouais, ça va être tendu. Oui, mais c'est pour ça qu'on fait ça aussi, pour vivre des émotions fortes. Et on sait que le sport, il n'y a rien de mieux pour rassembler les gens. Et même si tous ne seront pas experts en rugby à 7, on espère que le maximum de Français seront là pour nous soutenir pendant les épreuves. Vous avez toujours fait du rugby à 15 et vous devez passer au rugby à 7, c'est ça ? Oui. Rugby à 7, c'est moins de joueurs, mais pour la même superficie de terrain, des mi-temps de 7 minutes au lieu de 40 minutes. Ouais. C'est quoi les différences ? C'est plus intense, c'est ça ? C'est des efforts qui sont complètement différents, parce que du coup, on fait ces 2 mi-temps de 7 minutes, et il y a 2 matchs par jour sur 3 jours de compétition. Alors que d'habitude, vous avez une semaine, c'est ça, entre chaque match ? Oui, on joue 80 minutes le week-end, et on ne rejoue pas pendant une semaine après. Donc il faut arriver à gérer de jouer plusieurs matchs par jour, de jouer sur plusieurs jours, la fatigue accumulée, et surtout les efforts qui sont hyper explosifs, hyper nécessitants. Niveau cardio, c'est quand même très impactant. Et c'est différent des efforts qu'on peut connaître à 15, où c'est des efforts qui sont aussi explosifs, mais plus courts et qu'il faut répéter sur 80 minutes. Là, c'est 2 fois 7 minutes avec beaucoup plus de déplacements. Donc, il y a eu une acclimatation qui est nécessaire. Du coup, vous avez commencé, vous y êtes mis quand ? J'en avais fait pas mal quand j'étais en équipe de jeunes, avant de passer pro. Puis une fois que j'ai été professionnel, c'était compliqué d'allier les deux. Donc j'avais mis ça un peu de côté pour me concentrer sur le rugby à 15. Et je m'y suis remis il y a 2 mois maintenant, du coup, où j'ai fait quelques semaines d'entraînement avec eux avant de partir faire 2 tournois à Vancouver et Los Angeles, fin février, début mars. Et les sensations sont différentes ? C'est plus drôle ? J'ai envie de demander. C'est plus fun, il y a beaucoup plus de plaisir, je dirais. Après, moi, j'ai la chance, dans mon poste, de toucher beaucoup de ballons à 15. Mais c'est vrai qu'il y a certains postes à 15 qui peuvent toucher de 2, 3, 4 ballons par match. Que là, il y a des actions, le ballon est tout le temps en vie, il y a toujours des actions, on est toujours en train de faire quelque chose sur le terrain. Et puis l'environnement aussi est complètement différent. Vu qu'il y a 12 équipes sur les tournois et que tous les matchs s'enchaînent, on partage les vestiaires avec d'autres équipes, on mange dans la même salle de repas, on est dans le même hôtel. Donc en fait, on est toute la journée avec les mecs contre qui on joue. Donc c'est un peu perturbant au début et puis après, on s'y fait. Il y a une camaraderie, j'imagine, du coup, qui se met en place ? Avec les autres équipes, pas vraiment. Ah non ? Non. Ok, faut pas déconner. C'est poli, c'est courtois, mais c'est vrai que quand tu sais que tu peux te rencontrer potentiellement l'équipe adverse dans le week-end, ça peut être sur une demi-finale ou une finale, tu fais pas non plus super copain-copain pendant la journée, quoi. Diplomate, mais pas plus. Voilà. En termes de stratégie, quelles sont les différences entre rugby à 7 et rugby à 15 ? L'idée du jeu est quand même la même, mais avec des principes différents, puisqu'évidemment, à 7 sur le terrain, on peut vite se retrouver isolé, perdre des ballons, et on sait que ça peut aller très très vite. On peut prendre 2-3 essais en 2-3 minutes, et ça peut renverser des matchs. Il y a vraiment des scénarios qui sont incroyables, et c'est ça aussi qui fait la beauté de ce jeu. Et comment s'est passée votre intégration à l'équipe de rugby à 7 ? Honnêtement, ça s'est bien passé. Il y avait un groupe qui était déjà performant, qui se connaissait depuis longtemps et qui honnêtement vivait très bien. On sentait vraiment qu'il y avait que les mecs appréciaient passer du temps les uns avec les autres. Donc moi, je suis arrivé un peu étranger au groupe, et je pense que je suis arrivé aussi avec la bonne mentalité. Je savais que j'arrivais certes avec un statut, mais j'étais là surtout pour apprendre. Donc je posais beaucoup de questions et j'écoutais plus que je me parlais. Et je pense que les joueurs ont apprécié ça aussi, que moi je sois demandeur, que j'avais vraiment envie d'apprendre et d'être le plus performant possible dès mes premiers matchs. Qu'est-ce que vous avez envie de faire après ça ? Il y a d'autres objectifs fous comme ça qui pourraient vous... Des vacances pour voir déjà, ça serait bien. Mais parce que là, on a enchaîné quand même 2 saisons avec la Coupe du Monde l'an dernier à 15.
la coupure a été très courte. Donc il va falloir que je me repose aussi à un moment donné. Mais après, on va enchaîner avec les objectifs club. On a le championnat de France et la Coupe d'Europe tous les ans. Le 6 Nations que j'ai manqué cette année avec le 15 de France, qui sera là l'an prochain, auquel on aura envie évidemment de le gagner, puisqu'on l'a gagné en 2022, mais là ça fait 2 ans qu'on finit second. Donc les objectifs vont vite revenir d'eux-mêmes et retourner un peu dans mon circuit classique. Vacances, vous allez faire quoi? Je sais pas, mais je vais me reposer, ça c'est sûr. À côté du rugby, vous êtes à la tête de 3 établissements dans l'hôtellerie-restauration. C'est par passion ou c'est pour perpétuer la tradition familiale? Oui, le premier projet, ça a été de rénover l'hôtel-restaurant familial. Nous, avec mon frère, on était la 7e génération d'hôteliers-restaurateurs dans le village. Et quand l'établissement a fermé, c'était 2010, je crois, nous, on était quand même jeunes à l'époque. On était dans des projets professionnels différents, pas destinés à reprendre l'établissement. Donc ça a été quand même compliqué à vivre. Puis, dans un village de 700 habitants, quand il y a un hôtel-restaurant qui ferme aussi, c'est la vie du village qui en pâtit. Tout le monde s'est marié là, c'est ça? Ouais, beaucoup de gens du canton. En fait, il y avait un hôtel-restaurant qui était au centre du village et une annexe, une ancienne métairie que mon grand-père avait fait agrandir avec des chambres, un restaurant et une piscine, donc qui était sympa où les gens venaient l'été, et une grande salle de réception dans l'ancienne ferme d'époque. Et c'est sur ça qu'on s'est concentré pour la rénovation, où du coup on refait aujourd'hui des mariages, des séminaires, et on est en train de faire les travaux pour le restaurant. Et c'était important pour nous de perpétuer cette tradition. Ça a été un moment compliqué pour la famille et pour la vie du village de voir l'établissement fermé. Donc on a essayé de faire en sorte de faire quelque chose de sympa pour que ça continue. Comment ça s'appelle? Le domaine de Bartas. Et il y en a 2 autres? Après, c'est à Toulouse, j'ai des projets avec des copains. Mais c'est bien aussi de s'intéresser à d'autres projets, de voir d'autres milieux. Rien que de réfléchir à d'autres projets, ça fait toujours du bien à l'esprit. Bah, si c'est 7e génération, en plus, c'est quelque chose de familial, c'est une tradition, quoi. Oui, mais après, je suis pas sûr que moi, je serais à plein temps à la tête d'un restaurant, je suis pas sûr. C'est une autre mission. C'est jamais. Est-ce que vous pouvez me parler justement de ce village c'est Castello Magnoac, c'est ça? Bien, parce que souvent les gens ils écorchent, mais bravo. Ah oui, c'est vrai? Ouais. Ces racines-là sont importantes pour vous? Ouais, beaucoup. Après, j'ai eu la chance aussi d'avoir un environnement familial très proche. J'avais mes grands-parents qui étaient quasiment dans le même village des 2 côtés. J'avais tous mes cousins, oncles et tantes qui étaient dans le coin aussi. Donc, et on a toujours été très proches. On faisait toujours des repas de famille tous les samedis. Et encore aujourd'hui, ils viennent quasiment tous me voir jouer le week-end à Toulouse. Donc, j'ai eu la chance d'avoir ce noyau familial fort qui a toujours été très important pour moi. Même quand je réfléchissais à mes choix de carrière, la première fois que je suis parti à 17 ans pour passer professionnel à Castres, je regardais combien j'avais d'heures de voiture pour pouvoir rentrer le week-end. Donc j'ai quand même mûri, j'ai grandi depuis, je me suis émancipé. Mais je suis toujours très proche de ma famille et c'était important d'avoir cette proximité, de pouvoir rentrer régulièrement. C'est un village où tout le monde se connaît, c'est ça? 700 personnes? Oui, 700 habitants, on fait vite le tour. Mais les gens, vu qu'ils me connaissent depuis petit là-bas, j'ai l'impression juste d'être un enfant du village, certes qui a un parcours un peu atypique, mais qui me connaissent depuis tout petit, quoi. Depuis quelques années, vous faites aussi la couverture aussi bien de l'équipe que de médias mode, de certains magazines et tout ça, même de People. Et vous qui êtes plutôt discret sur votre vie en dehors du terrain, comment est-ce que vous gérez ce nouveau statut d'icône en dehors du sport, quoi? Ouais, c'est quelque chose que j'ai dû appréhender, qui n'était pas naturel pour moi. Bon, évidemment, c'est venu progressivement aussi, mais c'est vrai que il y a eu des moments forts, il y a eu la couverture. Qui a fait beaucoup de bruit. Qui a été comme un astre dans le ciel, quand même. Donc ça a fait pas mal de bruit et pas mal de moqueries aussi, mais honnêtement, moi, je l'ai très bien vécu. Je savais pourquoi je le faisais, que c'était une expérience peut-être qu'on me reproposerait pas, et de pouvoir faire autre chose, de côtoyer différents milieux, ça ouvre toujours l'esprit. Donc j'étais quand même très content de l'avoir fait, même s'il y a certaines photos, quand je les revois, je me dis que c'était quand même osé. Mais non, elles sont mythiques, elles sont bien. Votre intérêt pour la mode, il est récent? Vous étiez toujours sensible à la mode ou pas? Bon, c'est venu aussi progressivement, surtout quand je suis arrivé à Toulouse, où j'ai vu dans le vestiaire qu'il y en avait quand même pas mal qui s'y intéressaient, avec plus ou moins de goût. Mais il y avait quand même cette appétence-là
pour les belles pièces, pour les belles marques et de bien s'habiller. Donc j'ai commencé à m'y intéresser progressivement. Puis après, j'ai pu participer à des shootings de mode, à des shows. Mais donc du coup, j'ai pu développer ce goût-là. Et aussi, moi, en étant plus à l'aise, en ayant mûri aussi, je pense, j'étais plus à l'aise pour porter des choses plus osées qui me plaisaient vraiment. Où avant, j'étais plus discret et timide, je pense, sur mes tenues. Vous portez déjà du Vuitton par Pharrell ? Oui, j'ai pris 2-3 pièces dans la dernière collection. Parce qu'il y a des trucs très flash et des trucs plus discrets. Vous avez pris quoi ? Un peu des deux. J'ai une chemise, ouais. J'ai quand même pris une surchemise à carreaux verte et blanche avec les perles sur les boutons. Ah ouais, vous distribuez les lunettes de soleil aux gens qui vous regardent, c'est ça ? Oui. Après, les lunettes qui portent Pharrell, par contre, je suis pas encore prêt. Je vais attendre un peu. Elles sont pas mal. Hein. Oui, mais celles en amande avec les diamants osées. autour, là ? Oui. Je pense qu'on doit voir des belles choses grâce à ça. Oui, j'en doute pas. Alors, dans notre série d'épisodes Louis Vuitton Extended dédiée aux grands sportifs, Timothée Adolphe va vous succéder prochainement. Et donc, on voulait que vous lui posiez une question. Est-ce que vous avez une question pour Timothée Adolphe ? Oui, j'ai regardé un peu son parcours et j'ai vu qu'il faisait pas mal de chansons aussi. Donc, je lui ai demandé si c'était plus important pour lui d'avoir une médaille au jeu ou un Grammy comme récompense. Ok. Je laisserai me répondre. Je suis content que ce soit vous qui la posiez et pas moi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Vous allez faire la sieste après ça, c'est ça, je crois ? Ouais, récup, c'est toujours important de faire des siestes. Vous faites des siestes de combien de temps ? Le maximum, souvent. Ah ouais, faut pas hésiter à faire. Ouais, faut pas avoir de complexe à se reposer, quoi. Ça, c'est une leçon aussi. Après, nous, c'est vrai qu'on a de la dépense physique, mais je pense que même pour les gens, en général, la dépense mentale, elle compte aussi. Donc, moi, dès que j'ai des petites fenêtres, des petits créneaux, je suis très sieste, ouais. Et semaine prochaine, rugby à 15, c'est ça ? Oui, je repars en club pour préparer le match du week-end. Et semaine d'après, rugby à 7 ? Non, là, j'ai un tournoi à 7 dans quelques semaines, le tournoi final à Madrid début juin. Ah waouh. Et ensuite, les JO. Et ensuite, je reviens faire la fin de saison avec le club et je repars après pour la préparation JO. Encore plus, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Merci de m'avoir reçu. Merci Antoine Dupont. J'ai vraiment beaucoup d'appréhension avant ces interviews avec des sportifs parce que ce sont des gens qui m'intimident beaucoup et à chaque fois, je repars en me disant « mais non, mais ils sont tellement sympas, pourquoi est-ce que je m'intimide ?» Je pense qu'il y a une humilité qui est vraiment inattendue pour moi en tout cas. Que quelqu'un avec ce palmarès-là, cette puissance-là physique et stratégique qui arrive avec cette simplicité devant vous, je trouve ça assez fou. J'apprécie beaucoup en tout cas. Mais j'espère que ça va bien marcher pour lui au JO, dis donc. On a envie. Hein. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Louis Vuitton Extended. On se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires en compagnie de personnalités visionnaires. Vous pouvez trouver tous les épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées comme Spotify ou Apple Podcast. Pensez à vous abonner au podcast pour recevoir les notifications, comme ça vous ne loupez aucun épisode. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Louis Vuitton Extended.